Mes enfants ont fait un pacte pour m'oublier, un acte délibéré, pour m'effacer de leur nouvelle vie. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous-même. Écoutez, ils me voient comme le vestige embarrassant d'un passé modeste. Une simple tache sur le tableau immaculé de leur réussite parisienne. Chaque jour, le silence de ce pavillon que j'ai bâti de mes mains pour eux devient plus assourdissant, chaque meuble que j'ai sculpté me renvoie l'image d'un amour à sens unique. Ils sont convaincus que leur seule faute est d'avoir abandonné un vieil homme, et que mon silence n'est que la résignation d'un père, qui, par faiblesse, pardonnera toujours. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur cruauté envers moi n'est rien comparé à la vérité que je garde enfermée. Ils ne savent pas que je connais le secret de l'accident qui a fondé leur fortune. Leur pacte pour m'effacer vient de rompre celui que j'avais fait pour les protéger. Aujourd'hui, le silence dans ce pavillon est une matière dense, presque solide. Je suis assis à la grande table en chêne que j'ai fabriquée pour les dimanches en famille, mais il n'y a qu'un seul couvert. La lumière de l'après-midi traverse la pièce et dessine des rectangles vides sur les chaises où Sophie et Stéphane s'asseyaient. Leurs rires résonnent encore dans ma mémoire, un écho cruel qui se superpose au tintement solitaire de ma fourchette contre l'assiette. Chaque objet autour de moi est une cicatrice. La bibliothèque que j'ai montée pour leur livre de Broco, école, le petit cheval de bois que j'ai sculpté pour le 3e anniversaire de Sophie. Ces murs, que j'ai érigés avec l'espoir de bâtir un refuge, sont devenus les témoins de mon effacement. Je ne suis plus le père, le patriarche. Je suis un gardien de musée, le conservateur d'une vie qui n'existe plus. Mon corps lui-même semble avoir enregistré leur mépris. Mes épaules sont plus voûtées, non pas sous le poids des années, mais sous celui de leur indifférence. Parfois je surprends mon propre reflet dans la vitre du salon et je ne me reconnais pas. Je vois un vieil homme aux traits tirés, aux yeux perdus dans une attente qui n'a plus d'objet. Le téléphone, posé sur le buffet, est devenu un bibelot inutile, une boîte noire et silencieuse. Je n'attends plus qu'il sonne. J'ai compris que leur pacte n'était pas un simple oubli, mais une condamnation. Ils m'ont jugé et déclaré obsolète, une relique d'un monde de sueur et de mains calleuses qu'ils ont fui pour leur salon parisien. Je ne ressens pas de la haine, pas encore. Juste ce froid intense, cette certitude être devenu invisible pour les 2 seules personnes dont le regard comptait. Il y a 40 ans, je jeune, n'étais pas ce vieil homme qui attend dans une maison vide. J'étais un jeune homme dont les mains sentaient le pain et le chêne, et dont la tête était pleine de projets. Mon rêve était pas grand, mais il était à moi. Ouvrir mon propre petit atelier d'ébénisterie d'art, où je créerais des pièces uniques, des meubles qui auraient une âme. J'avais déjà trouvé le local, un ancien garage avec une grande verrière. Chaque soir après le travail, je dessinais des croquis, imaginant les courbes d'une commode, ou l'assemblage d'une bibliothèque. Et puis Hélène est arrivée, et avec elle, la promesse d'une autre sorte de chef-œuvre, une famille. L'arrivée de Stéphane, puis de Sophie, a rempli notre petite maison d'une joie si intense, que mon rêve personnel m'a paru soudain bien modeste en comparaison. Le son strident de la sirène de l'usine a remplacé le doux bruit du rabot sur le bois. J'ai renoncé à l'atelier d'art pour un poste de contremaître, dans une fabrique de meubles en série. Était un travail plus stable, mieux payé, mais dénué de toute poésie. Chaque jour, je supervisais la production de centaines de tables et de chaises identiques, sans âme, des objets fonctionnels, conçus pour être consommés, et oubliés. Ce n'était pas un renoncement fait dans la tristesse, mais un choix conscient, un premier pacte silencieux. Je me disais que la beauté que je ne mettais plus dans le bois, je la mettrais dans leur avenir. Chaque salaire que je rapportais, était une pierre ajoutée à tel édifice de leurs futures études, de leurs chances, de la vie que je voulais leur offrir, loin de la poussière de l'usine et des mains abîmées. Notre vie était simple, mais elle n'a jamais manqué de dignité ni de chaleur. Les repas étaient des moments sacrés. Même fatigué, je prenais le temps de préparer le dîner, m'assurant qu'il y ait toujours une soupe chaude sur la table en hiver, et des légumes du jardin en été. Leurs vêtements n'étaient pas de grande marque, mais ils étaient toujours propres et repassés. Pour leurs anniversaires, l'argent manquait pour les jouets à la mode, alors je passais des nuits dans mon garage, qui me servait de modeste atelier. Je leur sculptais des animaux en bois, une petite ferme pour Stéphane, une poupée articulée pour Sophie. Ces objets, polis par mes mains calleuses, contenaient tout l'amour que je ne savais pas exprimer avec des mots. Ils étaient le témoignage tangible de ma dévotion. Je me souviens du jour où j'ai vendu ma voiture, une vieille Simca 1100 bleue qui était ma seule fierté matérielle. Stéphane venait d'être accepté dans une prestigieuse école de commerce à Paris,
et les frais de scolarité étaient bien au-delà de nos moyens. Sophie, tout aussi brillante, se préparait à suivre le même chemin. Je n'ai rien dit à personne. J'ai simplement publié une petite annonce dans le journal local. L'homme qui l'a acheté ne l'a même pas regardé avec la moitié de l'affection que je lui portais. Il m'a tendu une liasse de billets, et j'ai signé les papiers sans scier. En rentrant à pied, je ne sentais pas la perte, mais le poids rassurant de cet argent dans ma poche. Était le prix du billet de Stéphane pour un autre monde, et je le payais sans la moindre hésitation. Les sacrifices n'ont jamais été une demande de leur part, mais une évidence pour moi. Après mes journées à l'usine, je ne me reposais pas. J'enchaînais avec des petits travaux de menuiserie pour les voisins, une étagère à monter, une porte à raboter, un meuble ancien à restaurer. Ma fatigue était une compagne constante, une ombre qui s'asseyait avec moi à table le soir. Hélène s'inquiétait, me disait de ralentir, mais je lui souriais en lui disant que j'avais de l'énergie à revendre. Était un mensonge, bien sûr. Mais un père puise sa force non pas dans son corps, mais dans le but qu'il poursuit. Mon but était de voir leurs yeux briller de fierté, de leur donner les clés d'un avenir que je n'avais jamais pu m'offrir. Je n'ai jamais attendu de remerciements. Mon silence était ma promesse. Le jour de leur départ pour Paris, la maison m'a paru immense et silencieuse. Leur chambre, soudainement trop bien rangée, gardait encore l'odeur de leur jeunesse. Je les ai regardés charger leurs valises dans le train, leur visage plein d'excitation et d'un peu d'appréhension. J. était submergé par une fierté si profonde qu'elle en était presque douloureuse. J'avais réussi. Le fils d'ouvrier et la fille d'ouvrier allaient conquérir la capitale. J'avais tenu ma promesse silencieuse. En les voyant s'éloigner sur le quai, je me suis senti à la fois comblé et vidé. J'avais bâti leur rampe de lancement. Et maintenant, je les regardais décoller vers les étoiles. J'ignorais alors que depuis cette altitude, ils finiraient par ne plus voir le sol d'où ils étaient partis, ni l'homme qui les y avait ancrés. Les premiers temps, je mettais leur silence sur le compte de leur nouvelle vie trépidante. Un appel manqué, un message lu sans réponse. Je me disais qu'ils étaient débordés, que la gestion de leur florissante entreprise leur prenait tout leur temps et leur énergie. Leurs visites s'espacèrent, passant de chaque week-end à une fois par mois, puis à une simple formalité pour les fêtes. Les conversations devinrent plus courtes, plus superficielles. Stéphane, autrefois si prompt à me demander conseil, répondait désormais avec une impatience à peine voilée, ses phrases ponctuées de soupirs. Sophie, ma petite princesse, regardait sa montre pendant que je lui parlais du jardin. Leurs mots, quand ils venaient, étaient parfois plus blessants que leur silence. « Papa, tu ne peux pas comprendre, c'est un autre monde. » Celle-ci était la première fissure, la première fois que je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Puis, l'impatience a laissé place à une indifférence glaciale. Leurs regards me traversaient comme si j'étais devenu transparent. Lors de leur dernière visite, il y a plus d'1 an, ils ont passé l'après-midi à discuter de l'achat d'un appartement sur plan, ne s'adressant qu'entre eux, utilisant un jargon financier qui était étranger. Je était plus leur père, mais un meuble dans la pièce, un témoin muet de leur ascension. J'ai appris par une brève mention au détour d'une phrase qu'ils avaient fêté les 10 ans de leur société sans même penser à m'inviter, moi qui avais vendu ma voiture pour qu'ils puissent la créer. Ce était plus de l'oubli, était une exclusion délibérée. Chaque geste, chaque silence calculé, était un coup de ciseau qui découpait mon image de leur tableau familial. Je sentais leur gêne, leur honte de ce père aux mains calleuses. L'humiliation la plus cruelle fut silencieuse, comme toujours. Était le jour de mon 72e anniversaire. J'avais passé la matinée à espérer un appel, à sursauter au moindre bruit. Vers midi, j'ai compris qu'il ne viendrait pas. J'ai mis un seul couvert sur la grande table en chêne, face à la chaise vide d'Hélène. J'ai mangé seul le gâteau que j'avais acheté, le silence de la maison amplifiant le bruit de ma propre mastication. Le soir, une notification est apparue sur le vieux téléphone que Sophie m'avait offert. Une photo d'elle et de Stéphane, souriant, dînant dans un restaurant luxueux à Paris. La légende disait « Soirée parfaite en famille ». Ce soir-là, une porte s'est fermée en moi, sans bruit, sans explication. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, mais un froid absolu. La certitude que j'avais été non seulement oublié, mais remplacé. Ce qu'ils ignorent, ce que personne ne sait, c'est que leur fortune n'est pas seulement bâtie sur mon dos, mais sur la tombe d'un autre homme. Il s'appelait Vincent, leur associé, un jeune homme brillant, plein d'ambition. Sa mort, classée comme un tragique accident de chantier, a été leur véritable coup de chance. Je me souviens de cette nuit-là, quelques jours après le drame. Était descendu dans mon vieil atelier pour chercher un outil, et je les ai entendus, cachés derrière la porte,
leur voix des chuchotements paniqués dans l'obscurité. Ils ne m'ont pas vu. J'ai entendu le nom de Vincent, puis les mots « détournement », il allait tout révéler. Et enfin, cette phrase qui a glacé mon sang, « au moins le problème est réglé ». À cet instant j'ai cessé de respirer. Mon premier réflexe n'a pas été la justice, mais la protection. Un amour paternel aveugle, monstrueux, qui a choisi de sceller mes lèvres. Pendant 10 ans, ce secret a été mon compagnon silencieux, un poids plus lourd que toutes les poutres que j'ai portées dans ma vie. Je l'ai gardé enfoui, un cancer qui me rongeait de l'intérieur, surtout après la mort d'Hélène. Je me suis convaincu que mon silence était le sacrifice ultime, le dernier rempart protégeant l'avenir, que j'avais si chèrement construit pour eux. Je protégeais non pas des monstres, mais les enfants que j'avais aimés, espérant que la part d'humanité en eux finirait par triompher. Mais leur pacte pour m'effacer a tout changé. Leur cruauté a fait voler en éclats la justification de mon silence. En me jetant comme un déchet, ils m'ont montré leur vrai visage. Le secret n'est plus un fardeau que je porte pour eux. C'est devenu la vérité qui leur appartient, et je ne suis plus obligé d'en être le gardien. La porte qui, était refermée en moi ce soir-là, n'a jamais été rouverte. Le froid est devenu mon état naturel, une clarté tranquille qui a remplacé la douleur. Il n'y avait plus de place pour les questions, seulement pour les certitudes. Le lendemain matin j'ai marché jusqu'à Axal, étude du notaire, le pas plus assuré qu'il ne l'avait été depuis des années. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir. J'ai révoqué mon ancien testament, celui qui léguait ce pavillon et son contenu à Stéphane et Sophie. À la place j'ai désigné un nouvel héritier, le fils de Vincent, ce jeune homme qui grandissait sans père à cause de leur cupidité. Je leur reprenais tout, non par vengeance, mais par justice. Cette maison, bâtie avec l'amour d'un père, ne pouvait pas revenir à des assassins. Était un acte moral, un réalignement silencieux. Ma main n'a pas tremblé en signant. Ensuite, j'ai commencé à démanteler ma propre vie, pièce par pièce. J'ai vendu mes outils, ceux-là même qui avaient façonné leur enfance. J'ai vidé la maison de tout ce qui, était pas essentiel, de tout ce qui, était pas un souvenir d'Hélène. Chaque objet vendu était un lien de plus que je coupais, un poids de moins sur mes épaules. Je n'agissais pas dans la précipitation, mais avec la méthode d'un artisan qui termine son dernier ouvrage. Une fois la maison devenue une coquille vide, un simple écho de ce qu'elle fut, j'ai préparé un unique sac. J'y ai mis quelques vêtements, une photo d'Hélène, et le reste de l'argent. J'ai fermé la porte sans me retourner, laissant la clé sous le paillasson. Je n'ai pas fui. Je suis simplement parti, pour m'offrir la paix qu'il m'avait refusée. Mon histoire m'appartenait de nouveau. Le bruit d'un moteur puissant a déchiré le silence de la rue, une dissonance que je n'avais plus entendue depuis des années. Était leur voiture, un monstre allemand gris métallisé qui semblait trop grand, trop arrogant pour notre modeste allée. Stéphane et Sophie en sont sortis, leurs visages sculptés dans un masque de sollicitude anxieuse. Dans leurs mains, des paquets cadeaux luxueux, un cachemire pour mon cou, une bouteille de cognac hors d'eau, âge pour ma solitude. Des offrandes pour apaiser quel Dieu. Leurs mots, papa pardonne-nous, tu nous as tant manqué, sonnaient faux, comme une pièce de théâtre mal apprise. Je les ai regardés, leurs yeux fuyants cherchant non pas mon visage, mais un indice, une fissure dans mon calme. Je n'ai rien dit. Je leur ai juste fait signe d'entrer et de s'asseoir à cette table, la même où j'avais célébré seul mon anniversaire. Assis en face d'eux, je suis devenu le spectateur de leur angoisse. Leur conversation, faussement légère, était truffée de questions insidieuses. Des hameçons lancés pour sonder les profondeurs de mon silence. Tout va bien, papa? Personne n'est venu te déranger? Sophie tripotait nerveusement son bracelet, tandis que Stéphane fixait un point invisible au-dessus de mon épaule, incapable de soutenir mon regard. Chaque parole était un calcul, chaque sourire, une supplique déguisée. Ils ne voyaient plus le père qu'ils avaient abandonné, mais une énigme, une menace potentielle à leur monde fragile. Je les écoutais, impassible, laissant leur peur se nourrir d'elle-même. Ils n'avaient aucune idée que ma décision était déjà prise, que leur retour, était qu'un écho tardif dans une maison où leur place était déjà vide. Mon silence était ma seule réponse, et ils les dévoraient. Je les ai regardés, leurs visages défaits par la peur, leurs mains jointes dans une prière grotesque. Leurs supplications, leurs promesses, leur papa, désespéré s'il les dévorait, étaient plus qu'un bruit de fond, trall, écho d'un monde auquel je n'appartenais plus. Je n'ai pas répondu. Mon regard a glissé au-delà d'eux, vers la photo d'Hélène sur le buffet, puis vers la fenêtre ouverte sur le jardin. La décision était déjà prise, non dans la fureur, mais dans la clarté d'un ciel d'hiver. Demain,
je ne garderai plus le silence. Je témoignerai. Non pour les punir de m'avoir abandonné, mais pour rendre à la famille de Vincent la seule chose qui compte. La vérité. Cette maison, bâtie avec un amour qu'ils ont piétiné, reviendra à son fils. Était mon dernier acte de père, non pour eux, mais pour l'homme que j'ai été. Et vous, auriez-vous choisi le sang qui vous a trahi, ou la justice due à un innocent? Je les regarde, assis en face de moi, leur visage défait par une peur qui ne parvient plus à m'atteindre. Leurs supplications, leurs promesses, leurs papas désespérés, résonnent dans le vide, comme l'aine, écho d'un monde auquel je n'appartiens déjà plus. Mon regard les traverse pour se poser sur la photo d'Hélène, puis sur le jardin qui s'assombrit. La décision a été prise, non dans la fureur ou la vengeance, mais dans la clarté absolue d'un cœur qui a cessé de saigner. Demain je parlerai. Je rendrai à la famille de Vincent la seule chose qui compte vraiment, la vérité. Ce n'est pas un châtiment pour l'abandon, c'est une réparation. Cette maison, bâtie par amour, reviendra au Fils de l'homme qu'ils ont sacrifié. C'est mon dernier acte de père, mon dernier geste d'artisan. Et vous? Auriez-vous agi différemment?